On est toujours en direct sur BFM Business, il est 10h33. Mes experts, Laurent Vronsky, Nathalie Janson, Thomas Grébin, on continue de parcourir l'année 2025 ensemble. On a parlé de l'événement économique majeur de l'année. Tout le monde est d'accord, c'est Donald Trump qui bouscule les règles de l'économie internationale et d'un peu tout, c'est vrai, Nathalie. La surprise de l'année, qu'est-ce qui vous a surpris, Nathalie, en 2025 ? Alors moi, ce qui m'a surpris le plus, et pas effectivement bien, c'est le fait qu'on va vraiment dans des retranchements extrêmes. Que ce soit Trump pour ses droits de douane, oui. C'est-à-dire là où on a poussé le raisonnement à essayer de trouver des vrais arguments économiques pour le défendre, voilà. Et de la même manière en France, d'avoir poussé cette fois-ci effectivement pareil d'une manière assez négative. Une fois que déjà j'étais très surprise de la démission de Bayrou. Ça c'était quand même une grande surprise. Oui, le suicide en direct. Le suicide en direct, je m'attendais pas du tout à que ça se termine comme ça. Et puis après, alors là, le grand n'importe quoi qui s'en est suivi jusqu'à aujourd'hui. Là, j'avoue de stupéfaction. Tous les jours, je pense qu'on se le. Alors, comme la première partie de l'année. Toujours plus profond que le fond. Oui, en fait, c'est ça. C'est toute la première partie de l'année. On se levait tous les matins en voyant une nouvelle de Trump qui disait « Ah non, j'ai changé de 10 à 25. Ah finalement, non, j'ai fait 35. Ah non, mais finalement, je le remets à 100. » Enfin, c'était hallucinant. Je crois qu'on n'avait jamais vécu ça de notre vie. Et après, à partir de septembre, on a eu la même chose en France, mais avec les impôts. Avec les impôts. Et c'est ça qui m'a le plus surpris de l'année. C'est cette capacité à changer tous les 5 minutes au niveau politique. L'instabilité politique et des choix bonne surprise, c'est que finalement, pour le moment, ça n'a pas atteint tant que ça, finalement, les entreprises. Ce qui est une surprise en soi. Exactement, aussi. Une surprise en soi. Même question, voilà. Laurent. Donc, qu'est-ce qui vous a surpris en 2025 ? Moi, ce qui m'a surpris, c'est la résilience des entreprises. Voilà. Alors, c'est pas le chiffre de l'économie. Non, parce qu'on vient d'en parler en début d'émission, mais ce qui est extraordinaire, c'est toutes ces entreprises qui continuent à se bagarrer, à contourner les obstacles, à innover, à aller chercher des sons de plus en plus loin, parce que les entreprises qui dépendaient du marché hexagonal, si elles veulent pêcher du poisson, c'est un peu compliqué. Donc elles vont. Mais c'est dans l'ADN des chefs d'entreprise, ça, Laurent. Est-ce que c'est vraiment une surprise ? Oui, mais je vais vous dire, vous savez, c'est pas aussi facile que ça. Je veux dire, on a cette image d'Épinal qui avait commencé d'ailleurs pendant la bulle Internet, pour ceux qui s'en souviennent, ou l'année 2000. Donc en clair, on a 23 ans, on a une idée géniale, on fait un business plan en 3 pages, on lève 5 millions d'euros, on vend son entreprise 4 ans après, et on devient multimillionnaire. La vraie vie, c'est pas exactement comme ça. Et je pense que, oui, nous, en clair, on n'a pas le droit d'être pessimiste, mais ça ne veut pas dire qu'on est angélique. Ça veut dire qu'on doit toujours se creuser la tête pour voir ce qu'il y a de positif dans ce qui apparaît comme du négatif. C'est typiquement la question que vous avez posée sur l'Europe. Je pense qu'il y a des choses très positives. Mais de trouver des arguments qui sont probants, qui réussissent à mobiliser nos équipes. Oui. Si moi je vais rentrer chez Cherbourg, je dis les gars on y va, et pourquoi chef ? Parce qu'on y va, c'est pas très convaincant. Oui. Donc ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que quand vous regardez, d'ailleurs je rappelle que le mot entrepreneur est un mot français, n'est pas un mot américain. Contrairement à ce que disait George W. Bush à l'époque. Et donc vous avez les entreprises françaises qui, malgré l'adversité, malgré la Chine, malgré les politiques commerciales prédatrices, malgré les subventions déguisées, malgré la fiscalité incitative ou pénalisante selon que vous êtes en France ou ailleurs, arrivent à se bagarrer et à exister. Donc ça, c'est très surprenant. Mais maintenant, c'est pas une découverte, parce que moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Vous prenez le Covid, qui a été un choc systémique sans précédent, où aucun manager n'avait eu l'expérience de gérer une pandémie, moi le premier. Je pense que les entreprises, sans jeu de mots, qui ont traversé ça, ont développé des anticorps. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. La question, c'est que c'est pas éternel. Les chefs d'entreprise, qu'ils soient optimistes et qu'ils soient entreprenants, certes, mais la question, ça va être de les garder en France. Et je sais bien que quand on écoute certains, il n'y a pas d'exil fiscal et la France est un tel paradis que personne ne veut en partir. C'est faux. Qu'est-ce que vous voyez à Croissance Plus ? On voit la même chose. Alors, je rappelle que Croissance Plus est l'association française c'est la plus grosse association française d'entreprises de croissance. Oui. Par définition, c'est des gens qui sont en croissance. Mais c'est pas que sur l'IA. Moi, j'ai plein de camarades qui sont sur des secteurs qui sont, je dirais, assez classiques.
Par exemple, vous avez une entreprise qui fait du pain. Le pain, c'est l'un des plus vieux pays du monde. Cette entreprise est en forte croissance. Donc, on a exactement les mêmes choses, sauf que si vous voulez, à Croissance Plus, on a des gens qui sont beaucoup plus mobiles parce qu'ils sont généralement déjà sur des marchés internationaux, ils ont des formations internationales pour certains, donc ils réagissent au quart de tour. Donc, pour l'instant, Croissance Plus, enfin, on s'est beaucoup bagarré pour essayer justement de réduire le nombre de Père Noël à 1 et les distributions des cadeaux à 1 jour, c'est-à-dire la nuit du 24 décembre. Mais là, on va aborder, on vient de vivre la saison 1 qui était pathétique, c'est un euphémisme, là on va rentrer en saison 2. Oui. Même question, Thomas Grébin. Je vais faire un peu la même réponse. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la résilience des principales économies du monde. Donc, on a parlé du point de vue des entreprises, mais le pendant, c'est évidemment quand on regarde les chiffres macro. Donc c'est évidemment le cas aux États-Unis. On a parlé tout à l'heure des 4,3% de croissance américaine, mais il faut quand même rappeler, c'est qu'il y a quelques mois, et oui, en début d'année, avec le tsunami de Donald Trump, on pensait qu'il y avait des risques très importants pour l'économie américaine. Et oui. On va peut-être parler tout à l'heure des marchés boursiers. Il y a eu un crack en avril cette année. On l'a presque oublié parce qu'en fait, les pertes du mois d'avril ont été effacées. Et très largement. Et très largement. Et donc, c'est cette résilience quand même assez fantastique de l'économie américaine, même si on peut avoir des doutes sur certains chiffres, si on peut considérer que cette croissance est de plus en plus déséquilibrée, tout ça c'est vrai, mais malgré tout elle est résiliente malgré les coups de boutoir de Donald Trump, et c'est un peu à un moindre niveau la même chose pour l'économie européenne et française. Et française, qui finit finalement plus haut que ce qu'on attendait. Dans les 0,7 il y a un an, malgré l'instabilité c'est pas booming, mais politique, c'est mieux. Malgré tout, ça tient. Donc, mais ce qui n'empêche pas un décrochage relatif. Je pense que c'est ça, moi mon inquiétude, c'est qu'en fait, cette bonne nouvelle à court terme, ce qui est quand même une bonne nouvelle, mais en fait, ça nous empêche d'agir et de prendre conscience de la difficulté pour l'économie française et pour l'économie européenne, et le fait qu'en fait, on décroche relativement par rapport aux zones économiques les plus dynamiques. Quand même, moi, je trouve spectaculaire ce decoupling, ce décrochage entre le politique, le géopolitique et l'économie. Est-ce qu'on est capable de comprendre, est-ce qu'on a déjà vécu des périodes dans l'histoire où on a autant de tensions politiques, d'instabilité politique et géopolitique? On a quand même une guerre en Ukraine, on a Israël qui fait la guerre à l'Iran, on a Donald Trump qui menace d'envahir le Venezuela, le Groenland, on a des tensions en mer de Chine. Est-ce qu'on a déjà vécu des périodes où il y avait autant de tensions et une économie qui allait aussi bien? Et comment on l'explique, Nathalie Janson? En fait, je pense que c'est quelque chose qui m'a j'ai toujours eu, qui m'a toujours fasciné. Et moi, je l'ai regardé. Ça fait longtemps au niveau des banques centrales, parce que c'est là où ça a commencé avec l'impact de l'informatisation et donc d'avoir une banque centrale qui finalement, avec des marchés qui grossissent, donc l'impact est quand même relativement faible. Et en fait, je me suis souvent dit que finalement, plus on digitalise, plus il y a cette économie des flux qui deviennent complètement internationaux, finalement, le pouvoir national, en fait, il a beaucoup moins d'impact qu'il n'en avait auparavant. Et je pense que l'épisode qu'on vit aujourd'hui est sans doute aussi une confirmation de ça. C'est-à-dire qu'à l'heure d'un monde globalisé, même s'il y a des endroits où ça se restreint, mais malgré tout... le commerce international continue de croître. On a du mal à bloquer aujourd'hui. Bloquer tout, c'est devenu quand même très compliqué. Et finalement, c'est les forces vives qui gagnent en dépit de ce qu'elles ont autour d'elles, et elles s'adaptent. Et voilà. Et je pense que c'est une des bonnes nouvelles finalement de tout ça, c'est que finalement, note d'espoir. Effectivement, c'est un message plutôt porteur d'espoir. Laurent? Alors, pour répondre à votre question, oui, on a déjà vécu ça. On a vécu ça en 2009. Souvenez-vous, il y a eu un temps de latence entre la crise financière et la crise économique. Oui. Bien sûr. Et on a dit, mais c'est un nouveau modèle. Les deux sont désaccouplés. Finalement, c'est nouveau. Décorrélé, oui. On dit, non, ça n'a plus rien à voir. Alors après, il y a eu un petit... On a vite été rattrapé quand même. Hein. Oui, mais... À l'époque, je me souviens, par rapport à la question que vous posez, on avait dit ça. Bon, maintenant, pour moi, le plus important, c'est, si vous voulez, c'est votre horizon temporel. Et c'est, à mon sens, l'une des principales différences entre les Occidentaux et les Chinois, c'est que eux, si vous voulez, le trimestre,
c'est une milliseconde. Nous, le trimestre, c'est déjà, si vous voulez, c'est un monde. Alors, on sort un chiffre pour le troisième trimestre, ça y est, on fait des grandes conclusions et on va peut-être réorienter la barque, etc. Pour un Chinois, non, lui, il raisonne 10, 20, 30, 40, 50 ans. Moi, je cite inlassablement un document qui est public, que les Chinois, si vous voulez, ont publié, que le gouvernement chinois, qui est China Manufacturing 2025, qui est passé très largement inconnu de tout le monde. Les Chinois vous disent clairement quelles sont leurs intentions de domination, sur quels segments, les segments sur lesquels les Occidentaux auront l'autorisation la planification. de se battre. Mais tout est marqué. C'est pas un document secret. Donc tout le monde s'est passé à 15 km au-dessus de tout le monde, et eux, ils ont continué. Et ils raisonnent 10, 15, 20, 25. 2049, l'objectif, c'est d'être la première puissance mondiale pour les 100 ans de la République. Objectifs annoncés, ce qui fait donc différence avec nous. Mais donc, si d'ici au trimestre, si au mois, il y a un indice qui n'est pas clément parce que justement il y a de l'investissement, c'est pas grave, c'est pas un sujet. Parce qu'ils savent que dans un demi-siècle, ça sera eux qui seront, par exemple, c'est juste un exemple, ils seront le principal fournisseur mondial de traitement des terres rares. Alors que tous les autres pays ont des terres rares, dont la France, etc., etc., etc. Et c'est eux qui ont les capacités de raffinement. Mais quand ils l'ont décidé, ils ne l'ont pas décidé au trimestre dernier. Eh oui. Ils ont le temps long, effectivement. Cette économie qui va bien, ça se traduit dans les marchés, évidemment, Thomas. Cette grande décorrélation, là encore une fois, entre un monde en pleine guerre commerciale, avec la guerre en Ukraine, avec des endettements publics records, des taux qui ont remonté quand même cette année, et des marchés booming. Là encore une fois, c'est surprenant, non ? C'est surtout le cas en fait sur les bonnes performances des marchés aux États-Unis. C'est-à-dire que... Et donc, encore une fois, l'IA. C'est en grande partie quand on regarde depuis l'invention, la mise en place de ChatGPT depuis 2022, la moitié de l'augmentation de la capitalisation boursière américaine, c'est les 10 plus grosses firmes de la tech américaine. Donc c'est vrai qu'il y a une très grosse concentration de la création de richesse, ou en tout cas de la création de valeur autour de cette tech américaine. Donc, en effet, donc il y a eu ce crack en avril cette année. Ce crack a été effacé très rapidement, et les gains, quand on regarde le Nasdaq ou les autres indices boursiers américains, ils ont augmenté un peu moins de 20%. Et oui. On est très loin en Europe. Donc, quand on regarde le CAC 40, les performances sont pas mauvaises, mais relativement, c'est moitié moins bien. Et quand vous regardez, par exemple, l'indice allemand, là, il y a une quasi-stagnation de l'indice depuis le mois de mars ou le mois d'avril. Bien sûr. Ça aussi. Madrid a pris 45%. Par contre. Oui. Nathalie. Ça dénote le contraste. Effectivement, l'Espagne est quand même dans une dynamique très positive. 3% de croissance. Donc là, on voit pas de budget. Voilà. Oui, c'est comme quoi on vit très bien sur le budget. J'allais y venir, puisque en fait on voit bien qu'il y a quand même aussi une décorrélation entre pas de budget et effectivement. Non, mais ça dit quelque chose du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est pour ça que voilà, je pense que de mon point de vue, je trouve que c'est finalement pas une si mauvaise nouvelle que ça, puisque finalement on voit bien que les économies font sans. La Belgique avait déjà éprouvé ça il y a quelques années. L'Espagne, pareil, il n'y a pas de budget comme nous, et il se passe pas grand chose de si mal que ça, parce que je suis intimement persuadée qu'effectivement, le pouvoir politique a beaucoup moins d'accroche sur le monde économique, parce qu'effectivement, on n'est plus dans la même... On joue. Alors évidemment, il y a des acteurs locaux, je ne vais pas non plus dire que tout le monde est international, mais néanmoins, la façon d'envisager l'économie est beaucoup plus, je pense, elle est moins verticale qu'avant. Donc du coup, ça donne cette capacité d'adaptation. Et donc, par rapport effectivement au marché financier, on voit aussi que le problème de la France, c'est qu'on est sur des valeurs sur le CAC 40 qui sont très traditionnelles, et ça explique cette différence abyssale avec les États-Unis. Maintenant, effectivement, ces performances sont souvent qualifiées de irrationnelles, de bulles.
En réalité, l'IA, comme elle a des conséquences immédiates, en fait, tous les jours, elle améliore et elle permet à des professions d'aller plus vite, de gagner en finesse, etc. Donc c'est un petit peu la différence, je dirais, avec la bulle Internet de l'époque. Oui, puis avec des investissements très concrets, c'est-à-dire qu'un data center, c'est des locaux, du matériel. Donc c'est pour ça que parfois, même si ça peut paraître démesuré, c'est vrai que ce que permet de faire l'IA est quand même dingue. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et puis les investissements dans l'IA sont par exemple plus faibles aujourd'hui cumulés que ce qui était lors des chemins de fer. Quand vous prenez les investissements dans les chemins de fer au 19e siècle, vous voyez que c'était des investissements qui étaient relativement beaucoup plus importants. Et puis je suis d'accord aussi par ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'une part que l'IA va tout changer, tout révolutionner, va transformer le marché de l'emploi, et puis après s'étonner des valorisations liées à l'IA ou des investissements massifs dans l'IA. Donc il y a sûrement dans certains segments des problèmes de valorisation, mais quand même le fait que c'est un secteur qui monte compte tenu de la révolution qu'elle promet. Bah oui. Et qu'elle fait déjà, on peut le voir dans les. C'est pas non plus très surprenant, quoi. Laurent, je vous vois sceptique. Non, alors si vous voulez, je pense, les financiers qui m'écoutent, moi j'ai rien contre les financiers. Moi je suis un financier qui a mal tourné, parce que j'ai été formé à l'école de Chicago. Oui. Mais je pense que sur les marchés, il y a vraiment l'effet bande sardine, quoi. C'est-à-dire que la sardine, ça a toujours été le cas. La sardine qui est devant quand elle tourne à droite, comme les autres ont peur de se tromper de direction et de pas être là quand machin, donc toutes les sardines suivent. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que quand on joue au football, si on veut gagner, me semble-t-il, il faut plutôt regarder l'équipe d'en face. Si vous avez les yeux rivés sur le panneau des scores, à mon avis, vous n'allez pas marquer beaucoup de buts. Et c'est précisément, à mon avis, l'une des faiblesses de l'économie occidentale qui est rivée pour une partie sur justement ce tableau des scores que sont les marchés financiers. Et avec, je dirais, effectivement, parfois son côté irrationnel ou ses excès. C'est ce qui reflète la performance, normalement. C'est un indicateur. Mais quand elle est mesurée à 3 mois et que vous êtes sur des marchés avec des produits, par exemple, celui que je connais mieux qu'est le mien, vous avez des cycles longs, vous êtes sur 10 ans, 15 ans, si vous voulez, vous allez m'expliquer comment la performance trimestrielle reflète le positionnement d'une entreprise qui va mettre 10 à 15 ans à construire sa présence sur un segment. Je pense qu'il y a une vraie dichotomie. Attends, juste une question rapide sur le budget, et je vais reboucler avec ce que vous disiez sur le principe de précaution. Je vais être un peu impertinent, mais à qui profite le crime ? Je veux dire, il vaut mieux une loi spéciale qu'un mauvais budget. Je crois qu'on l'a répété inlassablement dans cette émission. Un budget qui casse la machine économique peut-être les deux, étonnamment plus préjudiciable que pas de budget. Okay ? Et d'ailleurs, les acteurs économiques que je rencontre, personne n'est inquiet par rapport à ça. Par contre, tout le monde se dit, oulala, quand on assiste, c'est un peu l'une des thématiques de la lettre que j'ai écrite au Père Noël, quand on voit ce qui s'est passé, le débat fiscal depuis le mois de septembre, ça c'est une source d'inquiétude, vous voyez. Mais c'est plutôt ça la source d'inquiétude. Et sur le principe de précaution, que je connais par cœur, parce qu'en tant qu'industriel, je rappelle quand même que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je n'étais pas le bienvenu. Parce que j'étais le pollueur, etc., etc. Et en plus, le type sans avenir, puisque, évidemment, il n'y aurait plus d'industrie en Occident. Vieux métier de l'industrie, eh oui. Le principe de précaution, je veux dire, il y a toujours une bonne raison derrière. Mais il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce qu'on ne le supprime pas. Et oui, il faut pondre une loi. Pour la pondre, il faut des têtes pensantes. Puis après, il faut la faire respecter. Il faut la faire vivre. Et donc, oui, il y a toujours une bonne raison, mais pour justifier, je dirais, ces postes, pour justifier ces gens qui entretiennent l'appareil normatif, je rappelle qu'en France, c'est 400 000 normes, règles, etc. 400 000. Il y a 3 à 4 points de PIB de croissance. Mais il n'y a pas un seul cerveau humain qui est capable de digérer 400 000 normes et réglementations. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, Laurent Vronsky. Peut-être que l'IA nous aidera un jour. Donc, il n'y a pas de volonté réelle, à mon avis, de changer ça, parce que ça fait vivre beaucoup de gens, tout simplement. Et d'ailleurs, je peux me permettre de rebondir, ça me fait penser au petit article qu'il y avait, la petite brève sur l'Argentine, avec le Réveil Mireille a demandé à la suppression des réglementations sur le vin. Il y en avait, je ne crois pas me tromper, le chiffre est tellement énorme que j'ai du mal à me dire que c'était celui-là. Je crois que c'était 700. Ah oui. Réglementation sur le vin. Non, mais c'est tout à fait possible. Et en fait, on peut demander aux amis vignerons qui nous écoutent. Voilà. Et je pense qu'en France, on ne doit pas être très très loin. Oui, c'est pour ça. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que le vin argentin, qui en plus, il y en a vraiment très bon, puisse être beaucoup plus... très bon Malbec en Argentine. Oui, voilà.
Donc c'est un peu ça, c'est la même chose, quoi. Mais là-bas, ils ont décidé d'arrêter. Nathalie, gardez la parole sur. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la trajectoire brouillée du Bitcoin aussi pour terminer. Oui, le Bitcoin. Ne pas parler. Le Bitcoin. Voilà, du Bitcoin en bon français. Qu'est-ce que vous retirez de l'année 2025? Ça a été. Là, ça a été l'année. Beaucoup d'émotions. Du plus et du moins. Enfin, ça a été vraiment l'année du top et du flop. Oui. Et alors, bon, moi, la leçon que j'en tire, c'est qu'effectivement, moi, le Bitcoin ne m'intéresse pas pour ses perspectives d'investissement. Donc, voilà, ça me fait que conforter dans ce que j'ai toujours pu trouver d'intéressant dans le Bitcoin. C'est-à-dire que on n'a pas, c'est pas ça le plus intéressant dans le Bitcoin, de gagner de l'argent, c'est clair. Parce qu'en fait, il ouvre des possibilités. Enfin, il est venu rompre en fait un des seuls monopoles qui restait sur l'infrastructure de paiement, qui était celui des banques centrales. Oui. Et en fait, c'est ça son apport majeur, c'est qu'effectivement, il permet aux gens. Et d'ailleurs, Corina Machado, qui a eu le prix Nobel de la paix, est une grande fervente du Bitcoin parce qu'elle a appris à ses concitoyens comment utiliser effectivement Bitcoin pour pouvoir protéger ses actifs. Donc ça, c'est pas remis en cause. Effectivement, le Bitcoin, c'est devenu cet objet d'investissement à mon goût trop. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant parce que je pense que ses fondateurs étaient loin de penser qu'en créant la rareté, en limitant les 21 millions, en fait, ils allaient créer finalement une demande spéculative beaucoup plus importante qu'ils ne le pensaient. Donc moi, les hauts et les bas du Bitcoin ne m'atteignent peu parce que je pense qu'il restera pour ce qu'il est. Maintenant, effectivement, en termes de modèle, par contre, ce qui est assez drôle si on reprend l'histoire, c'est que finalement, c'est passé d'un actif qu'on a failli définir comme une classe d'actifs en tant que tel. Oui. C'était ses débuts. Moi, je me rappelle, les financiers travaillaient là-dessus. Vous allez voir. Est-ce que ça n'est pas de plus en plus? Le Bitcoin est devenu très institutionnel. Oui, mais par contre, il est institutionnalisé, ça c'est sûr. Mais par contre, ses liens avec le marché financier ont changé avec le temps et on voit qu'effectivement, il rentre dans une nouvelle ère puisque à nouveau, on ne voit pas trop à quoi il est rattaché. Donc, et vous qualifieriez comment cette nouvelle ère? C'est une ère où en fait, paradoxalement, il est beaucoup plus, même chez les institutions gouvernementales, c'est ça qui est incroyable, parce que Trump en a fait avec clairement une réserve stratégique, le Bhoutan l'a également, la Banque centrale suisse en a en réserve, enfin, beaucoup de pays l'ont, des banques centrales les ont comme réserve au même titre que l'or. Et donc, c'est assez intéressant de voir que son institutionnalisation, finalement, ne dit pas qu'il va continuer à battre record sur record. Il nous reste 3 minutes. Un espoir pour 2026. Ouais. On va terminer. Je voudrais qu'on termine sur une note d'espoir. C'est Noël ce soir, demain, pardon. Votre note d'espoir, Thomas Grébine, pour 2026. Moi, la note d'espoir, c'est qu'il y a un réveil au niveau européen et qu'on voit que malgré tout, les choses bougent. On parle souvent de la concurrence chinoise. Pour moi, c'est quand même le principal souci d'inquiétude pour l'industrie européenne dans les années qui viennent. Et on voit que la France a défendu des positions un peu plus offensives ces derniers temps face à la Chine. Et la difficulté, c'était de rallier notamment notre voisin allemand. Et moi, ce qui me semble, et ce qui est un peu un espoir pour moi, pour l'année 2026, c'est que les Allemands nous rejoignent. On voit que ça évolue quand même relativement vite parce que... l'industrie automobile freine toujours des cas de fer, mais le reste comme, en fait, du patronat allemand est un peu en train de bouger. Des producteurs allemands en Chine est en train quand même de... leur part de marché baisse rapidement, ça pousse aussi le gouvernement allemand à réagir. Donc ça, pour moi, ce sera un motif d'espoir pour 2026, qui est une position plus commune face à... Plus d'Europe solidaire. Laurent Wronski, votre espoir pour 2026? Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'habite à l'étranger, et je pense vraiment, je suis pas en train de vous faire la messe, même si c'est de circonstance, je pense qu'on a un pays absolument hallucinant. Donc moi, je crois dans mon pays, je pense qu'il y a des gens qui veulent se battre, il y a des gens qui se battent, je pense que ce qu'on vient de vivre est en train de leur ouvrir les yeux. Et moi, je suis assez optimiste parce que je pense qu'on va innover sur sans doute des moyens de changer le pays. Il y a des choses qu'on va faire différemment parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol général et qu'il y a des modèles qui sont à bout de souffle, portés par des gens qui sont à bout de souffle, qui en clair gèrent leur intérêt et pas celui du pays. Moi, j'ai foi de mes compatriotes. Je peux vous dire, il y aura du sport en 26, on va pas s'ennuyer, ça c'est sûr. Mais moi, je suis très optimiste pour notre pays. Et une présidentielle en 2027. Nathalie Janson. Il
m'a piqué mon idée. On ne s'est pas concerté avant. Voilà. Moi, en fait, je pense effectivement que les entreprises, qu'en fait, l'innovation, elle n'est pas seulement dans les produits, mais elle peut être par rapport aux institutions. Et quand on en a marre de ces institutions et qu'on voit qu'on ne peut plus les changer, je pense que les entreprises, elles vont pas, elles vont toujours exister, elles vont pas toutes s'en aller, elles vont pas tous voter avec leurs pieds. Et effectivement, je pense que c'est l'entreprise en fait qui donnera, qui produira les solutions pour faire un monde meilleur. Donc je suis pas pessimiste par rapport à ça, mais par contre je suis triste pour tous ces millions de Père Noël qui sont des fausses copies, parce que franchement ils donnent pas une belle image et surtout ils ont absolument pas de futur. Et que les Français n'écoutent plus beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Nathalie Janson et Thomas Grébine d'avoir participé à cette dernière émission de l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes. Les experts vous retrouvent le lundi 5 janvier. Et tout de suite, c'est Antoine Larigauderie pour Tout pour investir. Très bonne journée, très bonne fête. Et je vous dis rendez-vous en 2026.